Le rôle d'un mathématicien cryptologue est de parfois jouer au cryptanalyste, se mettre du côté de l'attaquant et casser un cryptosystème, littéralement avoir accès à une information qu'il ne devrait pas posséder. Mais comment les mathématiques peuvent permettre un tel exploit informatique? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Un cryptosystème est une suite d'instructions, un algorithme qui se base sur des principes mathématiques pour assurer le chiffrement de données, la signature numérique ou l'échange d'informations en toute sécurité. Quand il est mis au point, le rôle d'un cryptologue est d'étudier les maths qu'il y a derrière et voir s'il n'y a pas des failles purement mathématiques. Exemple, si vous voulez chiffrer un nombre, le rendre incompréhensible, et que pour ça le cryptosystème consiste à multiplier une valeur secrète, une clé privée, on peut se demander quelles sont les hypothèses nécessaires. Eh bien, il faut connaître cette clé pour être capable de déchiffrer. Et les failles possibles. Si on utilise deux fois la même clé lors d'un échange, l'attaquant peut la retrouver et donc décrypter ces deux messages. Déchiffrer, c'est retrouver l'information si on est le destinataire légitime. Décrypter, c'est attaquer pour retrouver une information dont on n'est pas le destinataire légitime. Comme les nombres chiffrés sont publics, c'est pour ça qu'on les chiffre, l'attaquant peut réaliser une procédure mathématique pour retrouver la clé. Cette opération mathématique, c'est ça une attaque cryptographique. Ici, elle est vraiment très simple car le cryptosystème que j'ai considéré l'est également. A noter que dans ce cas, l'attaque peut être résolue, patchée, en ajoutant une hypothèse, un bon usage du cryptosystème, ne jamais utiliser deux fois la même clé. Mais parfois, une attaque démonte complètement un protocole crypto dans son ensemble, le rendant inutilisable. Aujourd'hui, je vais vous montrer en détail avec un exemple concret une attaque sur un cryptosystème que tout le monde utilise sans même le savoir. On va casser, sous certaines hypothèses spécifiques, le protocole RSA. RSA du nom de ses trois créateurs, Rivest, Shamir et Adelman. C'est un algorithme cryptographique permettant entre autres la signature numérique. L'idée est qu'avec, on peut s'assurer qu'une entité en ligne, comme une personne ou un site web, est légitime et pas un usurpateur. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce cryptosystème, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se base sur le problème de la factorisation des grands nombres premiers. Si une personne veut prouver son identité, elle n'a qu'à générer deux très grands nombres premiers et les garder précieusement. Ça, c'est la clé privée. Elle va ensuite calculer le produit de ces deux nombres et rendre public le résultat. Ça, c'est la clé publique. Il est alors possible à cette personne de prouver qu'elle est bien à l'origine de la clé publique, car elle est en possession des nombres premiers qui la composent. Il y a toute une procédure mathématique pour ça, mais je ne vais pas la détailler ici. Ce système est actuellement sécurisé car si un attaquant veut usurper l'identité de la personne qui a généré la clé publique, il lui faut connaître sa décomposition en facteurs premiers. Et ça, quand les nombres sont vraiment très grands, un ordinateur même très puissant n'y arrive pas. Enfin, encore une fois, tout dépend des hypothèses que l'on a sur nos nombres premiers. Et d'ailleurs, nous allons voir ensemble l'attaque du crible quadratique. Soit un nombre n tel qu'il est le produit de deux nombres premiers inconnus. Par exemple, n égale 14 351. Évidemment, ici c'est très petit, mais c'est juste pour vous expliquer avant de commencer les choses sérieuses. On veut connaître les deux nombres premiers p et q tels que p fois q égale 14 351. La première étape va être de calculer une approximation de la racine carrée de 14 351. Plus précisément sa partie entière. Ce qui va être important, c'est à chaque calcul que l'on va faire, se dire si on peut le faire pour des nombres très grands. Et ici, oui, c'est très simple pour un ordinateur lambda de calculer la partie entière de la racine carrée d'un très grand nombre. Une méthode pour faire cela est ce que j'appelle l'approximation géométrique. Trouver la racine carrée de 14 351 revient à trouver le côté d'un carré d'air 14 351, en centimètres et centimètres carrés par exemple. Je pars d'un rectangle de largeur 1 et de longueur 14 351. Son aire est bonne, mais ce n'est pas un carré. Je fais la moyenne des deux côtés, 7176, et je calcule l'autre longueur pour que l'aire soit pile 14 351. J'obtiens un autre rectangle, un peu moins en longueur, et je répète l'opération. De cette façon, je vais converger vers une forme qui ressemble à un carré,
et dont l'aire est à chaque fois 14 351. Ça peut se traduire en suite numérique qui va tendre vers la racine carrée souhaitée. Et en plus, cette suite converge très vite. On va utiliser ça pour calculer notre partie entière de racine carrée de 14 351. Environ 119,8, donc 119. Ça, c'était la première étape pour trouver la factorisation de 14 351. Ensuite, on va prendre l'entier immédiatement après la racine carrée, donc 120. Comme ce nombre est un chouïa plus grand que la racine carrée de 14 351, si je l'élève au carré, le résultat sera un chouïa plus grand que ce nombre. De combien exactement? 120 au carré moins 14 351 égale 49. Bonjour, c'est le moi du futur en plein montage de cette vidéo qui vous parle. Je me rends compte que j'ai pas détaillé le fait que le calcul d'une soustraction et d'un carré sont deux opérations faciles même pour des très grands nombres. Pour la soustraction, c'est évident, on aura un résultat forcément plus petit que ce qu'on est en train de traiter. Pour le carré, c'est vraiment très simple pour un ordinateur de calculer des carrés de grands nombres. Ça vient du fait qu'on effectue l'opération sur la représentation binaire directement. Et comme on travaille en base 2, pour élever à la puissance 2, il y a un truc qui s'appelle le Frobenius qui aide beaucoup. J'ai mis des liens dans la description pour ceux qui veulent creuser le sujet. Voilà, la vidéo peut reprendre. Maintenant, laissez-moi manipuler un peu cette égalité. On ajoute 14 351 des deux côtés et on soustrait 49 des deux côtés aussi, ce qui donne 120 au carré moins 49 égale 14 351. Mais 49, c'est un nombre un peu particulier. 49, c'est 7 au carré. Donc 120 au carré moins 7 au carré égale 14 351. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Quelque chose de remarquable? Une identité remarquable? A carré moins B carré égale A moins B facteur de A plus B. Donc, 120 au carré moins 7 au carré égale 120 moins 7 facteur de 120 plus 7 égale 14 351. 120 moins 7 égale 113. 120 plus 7 égale 127. Donc, 113 fois 127 égale 14 351. Et bien, on a trouvé nos deux facteurs premiers. Et je n'ai eu à faire qu'un calcul d'une racine carrée, identifier que 49 est un carré parfait et quelques soustractions et additions. Et bien, tous ces calculs sont faciles à faire même pour des très grands nombres. Alors, pourquoi ça a fonctionné ici? Tout simplement car on a eu de la chance. Ici, la différence entre 120 au carré et notre nombre donne 49, qui par chance est un carré. Mais si on avait obtenu 48, on n'aurait pas pu continuer notre raisonnement, comme on travaille uniquement avec des valeurs entières, des valeurs modulo, notre nombre pour être précis. Alors, comment on aurait fait? Eh bien, on aurait essayé avec 121, 122, 123, jusqu'à obtenir une différence qui donne un carré parfait. C'est ça l'attaque du crible quadratique. Et ce qui est génial, c'est qu'un théorème en mathématiques cryptographiques assure que ça ne peut pas prendre plus de temps que la recherche exhaustive. C'est-à-dire qu'on finira par trouver un nombre qui marche avant ou au pire en même temps que si on avait testé tous les nombres premiers possibles. On n'a donc rien à perdre à tenter cette attaque pour factoriser un grand nombre premier. Voilà, ça c'était pour vous expliquer comment ça marche. Maintenant, c'est l'heure de passer au cas concret. J'ai ici un certificat numérique. C'est un fichier informatique qui contient les clés cryptographiques qui sont utilisées par votre ordinateur, les serveurs, etc. pour s'identifier sur Internet et échanger des informations en toute sécurité. Vous pouvez les trouver dans le gestionnaire de certificats Windows ou dans les paramètres de votre navigateur Internet. On ouvre ce fichier et on a ça. Pas d'inquiétude, il est juste encodé. Pas chiffré, encodé en base 64. C'est juste une façon de représenter des informations pour que ce soit plus pratique pour l'ordinateur. Comme le binaire est une méthode plus pratique pour représenter les valeurs numériques pour l'ordinateur. Et là, c'est littéralement le même principe. Binaire, c'est une conversion en base 2. Hexadécimal, c'est une conversion en base 16. Et base 64, voilà. On décode. Pour information, le standard de certificat le plus utilisé, c'est X509. Et on a tout ça comme information. J'ai évidemment généré moi-même ce certificat pour qu'il soit volontairement faible. C'est même le nom que je lui ai donné, certificat RSA faible exemple. Le nom de l'organisation, c'est le nom de ma chaîne YouTube et l'URL de référence renvoie vers ma chaîne. On peut voir que le cryptosystème utilisé ici est RSA 1024, qui est un algorithme qui n'est plus recommandé d'utiliser, car très faible. On privilégiera plutôt RSA 4096, mais bon, certains continuent à l'utiliser. Ce qui nous intéresse, c'est là, le module RSA,
littéralement le nombre produit de deux nombres premiers inconnus. Il est écrit en hexadécimal. Déjà, on remarque qu'il est très creux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de zéros dans sa représentation en hexadécimal, et ça, généralement, c'est mauvais signe. Il y a plein d'attaques possibles quand on est sur ce type de nombre. On le convertit, et oui, je vous ai pas menti quand je disais que c'était très grand. Pour faire tous les calculs, je vais utiliser SageMath, un langage de programmation orienté maths basé sur Python. C'est comme une sorte de méga calculatrice très puissante. Je vais suivre les mêmes étapes qu'avant. Je calcule la partie entière de la racine carrée, plus 1, et je regarde de combien je dépasse si je l'élève au carré. 16. Mais si c'est pas une coïncidence incroyable, 16 ce serait pas genre 4 au carré? Je prends donc ce nombre moins 4, je l'appelle P, je prends ce nombre plus 4, je l'appelle Q, je vérifie que P et Q sont tous deux premiers, true, ça veut dire que oui, ils sont premiers, je les multiplie et vérifie que ça donne bien mon module de départ. Et oui, c'est officiel, je suis hacker. Plus précisément, cryptanalyste. Maintenant que j'ai ces deux nombres, je pourrais les convertir en hexadécimal et forger, c'est-à-dire créer de toutes pièces, un certificat privé, littéralement ce qui permet de prouver informatiquement que vous êtes le possesseur légitime d'un site web, d'un compte sur internet, bref, que vous êtes vous. Je peux maintenant usurper l'identité du créateur de ce certificat. Bon, en l'occurrence, c'est moi, donc je ne vais pas aller bien loin. Mais ça ne coûte rien à un attaquant de se balader sur internet et de tester au hasard cette attaque sur tous les certificats qui passent devant lui. Au pire, ça marche pas, mais il n'a rien à perdre. Et pour éviter cette attaque, le truc est de prendre des nombres premiers qui ne sont pas trop proches l'un de l'autre. En pratique, quand on doit utiliser RSA, on vérifie que l'attaque n'est pas faisable sur le couple de nombres premiers qu'on a généré. Si c'est bon, on les garde, sinon on les jette et on en génère deux autres. Et ça, c'est juste un exemple d'une attaque possible sur un cryptosystème. Vous n'imaginez pas le nombre d'attaques basées sur des principes mathématiques plus ou moins complexes qui sont des merveilles d'ingéniosité et qui, entre de mauvaises mains, peuvent avoir de lourdes conséquences. J'aurai l'occasion d'en parler dans de futures vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à briller en société. A plus! En fait, on a dépassé les 9000 abonnés, bientôt la barre symbolique des 10 000. Pour un type qui parle de maths devant sa caméra, vous n'imaginez pas ce que ça représente. Donc je souhaite vous dire un grand merci à tous et à toutes et un grand merci également à ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee et Utip. Leur pseudo s'affiche à l'écran et je mets tous les liens dans la description. A bientôt pour encore et toujours briller en société. A plus.